Très bien. Eh bien, donc Mathieu, pour la fin de cette histoire de l'Ecopause, il m'a assuré ce matin au petit déjeuner qu'il n'allait pas les mettre en ordre. Donc voilà, il est la demi à peu près. Il est 26, oui. Ouais. Merci. Merci d'être là. Comme je suis le dernier orateur, je vais en profiter pour remercier officiellement les organisateurs de cette semaine, donc Maï Gerke, Frédéric Patras et Carlos Simpson. C'est très intéressant, très enrichissant, il y a eu beaucoup de très bonnes discussions, donc moi je suis très content de ma semaine. Et je vais essayer de finir avec des choses intéressantes à vous raconter. Alors on va continuer donc, dans cette analogie avec les anneaux commutatifs, entre les topos et les anneaux commutatifs. Et on va arriver tout doucement sur la notion de topos supérieur. J'en dirai pas grand-chose à la notion de topos supérieur, mais je vais essayer de vous donner des exemples de trucs qu'on peut faire et qu'on ne pouvait pas faire avec des topos ordinaires. D'abord, je reprends un peu ce que je disais la dernière fois. Donc, la dernière fois, je vous ai expliqué comment construire donc des logos libres. Donc, le logos, c'est l'objet de la catégorie opposée des topos. Et on a vu aussi comment imposer des relations sur des logos libres. Alors, on prend une catégorie X de générateurs. On va construire le logos libre sur cette catégorie. Donc, pour faire ça, on complète d'abord X par les limites finies, et puis après, on complète librement par les colimites finies en prenant les préfaisceaux. Et on peut penser, donc, un élément arbitraire de cette catégorie, il s'écrit formellement comme une colimite de limites finies. Et donc, c'est une sorte de polynôme, en ce sens-là, on a des sommes de produits. Et ce qu'on va appeler une relation, c'est juste un morphisme dans cette catégorie. Et on peut y penser comme une équation qui, dans l'analogie avec les anneaux, consisterait à égaliser deux polynômes. Et alors, dans un contexte où on n'a pas de négation additivement, les équations de la géométrie algébrique se ramènent toujours à ça, se ramènent toujours à P de x égale Q de x. Il suffit de faire passer ce qui était négatif de l'autre côté. Et une fois qu'on a notre générateur et nos générateurs et notre relation, alors oui, un truc amusant sur les relations, il suffit vraiment d'un morphisme. Parce que comme les localisations sont exactes à gauche, si on a plusieurs morphismes qu'on veut inverser, on fait la somme et on est capable d'extraire les différentes composantes en faisant des changements de base. Donc on peut toujours se ramener à un seul morphisme. Et on définit le quotient. Donc je vais noter mes quotients avec une notation double barre, c'est pour ne pas la confondre avec le slice. Et donc le quotient se décrit comme la sous-catégorie des objets lex locaux, qui sont les objets F de notre topos libre sur X, qui vérifie une condition d'orthogonalité par rapport à la relation. Donc, il y a deux étapes dans cette orthogonalité. Premièrement, il faut rajouter les diagonales de la relation. Donc, on prend le R', on définit R' comme la réunion de toutes les diagonales de R. Et ce que j'ai noté avec ce symbole d'orthogonalité dédoublée, c'est l'orthogonalité à tous les changements de base de R'. Et dans la logique interne, dans le langage interne d'un topos, ça correspond à l'orthogonalité de chaque fibre de F à chaque fibre de R'. Alors, c'est une telle présentation d'un logos et une alternative à la notion de site. Alors, on va comparer les deux. On va voir quelle relation et quelle différence il y a entre les deux. Donc, dans le cas des sites, dans les deux cas, on va avoir des générateurs et des relations. Alors, les générateurs, pour les sites, je vais appeler ça des représentables. Et ils vont servir à engendrer une catégorie de préfaisceaux. Du côté des présentations, on a des générateurs qui engendrent un logos libre. Donc, en un sens, on peut dire que les générateurs, c'est plus petit que les représentables. Ils vont engendrer des représentables, et puis après, on prendra les colimites.
Et les relations sont données par une topologie du côté des sites et juste par un morphisme du côté de ce que j'appelle les présentations. Et après, le principe est le même, on localise par certaines flèches, par les monomorphismes de la topologie ou par, on inverse la flèche de relation. Donc la grande différence c'est ça, c'est que d'un côté on rajoute aussi les limites finies au générateur et de l'autre côté on se passe de le faire. Et du coup ça crée une différence entre les types de relations qu'on peut écrire naturellement dans un langage et dans l'autre langage. Les relations dans un site s'écrivent comme des colimites de représentables sont égales à un représentable. Alors que les relations dans une présentation vont s'écrire un polynôme égale un polynôme, c'est-à-dire colimite de limite égale colimite de limite. Et donc les relations vont être un petit peu plus adaptées pour imposer les conditions qui font apparaître des limites finies. Dans l'approche classique avec les sites, quand on veut engendrer un topos et qu'on veut prendre en compte des conditions de limite finie, par exemple des produits dans une théorie de Liouville, on est obligé de mettre à la main les bons produits dans le site. Là, on va pouvoir, avec les présentations, avoir un petit peu plus de flexibilité et quotienter par des relations du genre tel objet et le produit de tel autre. Alors, quelques exemples de présentation. Donc si je regarde, voilà une présentation de l'espace de Sierpinski, du topos de Sierpinski. Donc je vais l'engendrer par un objet et je vais imposer que cet objet c'est un monomorphisme. Enfin il est sous-terminal. Donc je prends sa diagonale et j'impose que sa diagonale est un isomorphisme. Et donc le topos librement engendré par cette condition-là, c'est le topos qui va classifier un objet sous-terminal. Et donc c'est le topos de Sierpinski. Si je veux prendre un sous-topos ouvert, alors là, on fait la même chose que ce qu'on faisait classiquement avec les sites, c'est-à-dire je prends mon sous-objet terminal et j'impose qu'il est égal à l'objet terminal, tout simplement. Un petit truc sympathique, mais qui marche de la même manière avec les sites, là aussi, c'est la notion de sous-topos fermé. Alors fermé au sens de, il existe un complémentaire ouvert. Et ben, on va imposer que le morphisme du vide vers l'objet est un isomorphisme. Donc on se débarrasse de l'objet, ce qui est une manière de dire qu'on travaille sur le complémentaire de son support. Et on n'a pas besoin, on peut prendre un objet quelconque ou un sous-objet, un objet sous-terminal. C'est la même localisation. Alors voilà, après on peut jouer avec la notion de présentation pour imposer des conditions qui en termes de site c'est un petit peu plus compliqué à écrire. Donc là je prends trois objets, alors c'est pas forcément des très bons exemples, c'est limité par hier soir que je l'ai écrit, mais celui-là bon, il se trouve que c'est un monomorphisme qu'on inverse, donc là en termes de site ça se passe bien. Donc je peux imposer que voilà, j'ai un produit fibré librement qui est libre. Si je veux construire le topos qui classifie un objet pointé, ben, je peux regarder, donc, qui traditionnellement peut se définir comme le topos tranche au-dessus donc le topos libre dont j'ai pris la tranche au-dessus de l'objet libre, x. Je peux aussi le présenter en disant ben, je classifie librement un morphisme d'un objet, puis j'impose que mon objet z c'était l'objet terminal. Voilà, bon, c'est une petite chose. Sans grand intérêt. Un exemple un peu plus intéressant, alors on le reverra un peu plus tard avec les topos supérieurs, c'est si je prends un objet pointé, je peux imposer une équation un peu étrange. Alors ça c'est les notations de topologie algébrique, c'est l'espace des lacets et la suspension. Donc j'ai toujours un morphisme naturel de x. Si j'ai un objet x, sa suspension est définie par un push-out comme ça. Et les espaces de lacet, une fois que j'ai un objet pointé, les
les espaces de lacet sont définis par un pullback. Et donc, on a toujours une flèche naturelle de x dans oméga sigma x. Cette construction, en topologie, c'est le groupe libre engendré par x. On suspend, on reprend les lacets, et donc on a construit le groupe libre. Alors, je peux imposer que je cherche un objet tel que l'inclusion des générateurs de cet objet dans le groupe libre soit un isomorphisme. Alors évidemment, dans les ensembles, il n'y a que le point qui va vérifier ça. Oui, c'est le groupe libre en tant que sur un objet pointé. Donc si je pars du point, j'obtiens le point. Donc c'est le genre d'équations qui n'ont pas de solution très intéressante dans les ensembles, mais dont on va voir qu'en fait, dans le monde supérieur, il va se mettre à y avoir des solutions à ce genre d'équations. Oui. Intuitivement, on peut penser qu'un représentant canonique. Un représentant canonique, il y a une équation. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta question. C'est une façon de définir dans le cas dans le supérieur. Ouais. Est-ce qu'intuitivement, on peut voir comme définir un objet, un représentant canonique des classes d'équivalence? Non, je pense pas. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, mais on en discutera tout à l'heure. Donc je mentionne juste, pour ceux qui connaissent, un exemple où cette équation-là, elle existe pour des x qui sont non triviales, c'est la catégorie des complexes de chaîne. Où évidemment le lacet et la suspension correspondent au décalage, et si je décale dans un sens et puis dans l'autre, je suis revenu à un objet de décalage. Alors, donc après la notion de présentation, je vais dire quelque chose sur les points d'un topos. Donc on en a beaucoup parlé, Olivier a dit beaucoup de choses sur ça, donc je vais juste rappeler vite fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, je vais juste rappeler la définition d'un point en analogie avec ce qui se passe dans les anneaux commutatifs. Donc si j'ai un topos et le logos qui correspond, je vais parler d'un point de x ou d'un modèle du logos, et on va définir ça comme un morphisme de logos depuis vers le logos des ensembles. Et j'ai une notion de transformation naturelle entre tel morphisme, et j'appelle ça une généralisation entre les deux. Alors si on fait ça avec le topos des faisceaux sur un espace topologique, on retombe exactement sur la notion de point et de généralisation entre les points de l'espace. Donc ce que j'avais expliqué, c'était marrant. Et donc l'analogie avec la théorie des anneaux est assez claire. Si j'ai une K algèbre, je définis les morphismes de A dans K, j'appelle ça des points rationnels de l'algèbre. Alors, on a une notion de point rationnel et une notion de point à valeur dans des corps plus généraux en géométrie algébrique. Donc, là, le langage a déjà pris le dessus sur cette analogie. C'est de la même façon que dans un morphisme d'anneau, on appelle souvent un point à coefficient d'Ambé pour les anneaux. En termes de logos, on appelle déjà un morphisme d'un logos dans un autre, un modèle de la théorie classifiée par le logos E dans le logos F. Alors, des exemples de points, vite fait. Donc, si je prends le logos des ensembles, ces modèles, c'est juste un point. Si je prends un logos de préfaisceau, les modèles sont la incomplétion de ma catégorie. Alors, si ma catégorie était un groupe, je reste avec mon groupe. Donc, j'ai les points des actions du logos des actions d'un groupe sont un seul objet avec le groupe qui agit dessus. Si on part d'une locale, on retrouve la notion de point d'une locale. Si j'ai un groupe qui agit sur un espace, oui j'ai mis espace, j'aurais dû mettre le local, on retrouve que les points du topos quotient, c'est simplement le groupoïde d'action du groupe G sur les points. Donc en particulier, si je prends le tore irrationnel, les points du tore irrationnel correspondent aux orbites de l'action de Z2 dans R. Et si on a le topos enveloppant d'une théorie de Lovir, les modèles du logos enveloppant de la théorie sont simplement les modèles de la
Bon, rien de profond sur ça. Alors, cette analogie avec entre les logos et les anneaux, et les topos et les schémas affines, elle pose un certain nombre de questions. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout évidentes. Alors, là, je vais vous en poser une, naïvement. J'ai à peine réfléchi, donc je ne sais pas, peut-être la réponse est vraiment triviale, peut-être d'ailleurs la réponse est complètement fausse. Mais dans la théorie des anneaux, on a une notion de corps, et on définit plus généralement les points donc, comme des morphismes à valeur dans n'importe quel corps. Alors ça pose la question, on a vu l'analogie entre les points rationnels et les points classiques des topos. Alors est-ce qu'il y a une classe de topos qui généraliserait la classe des corps? Et on pourrait définir des points à valeur dans ces nouveaux logos. Je ne connais pas la réponse à cette question. Je suis un petit peu sceptique sur l'existence d'une telle classe. Je peux penser à deux définitions pour ce type de topos. On peut imaginer des topos simples qui sont ah oui, j'ai dit topos, je voulais dire logos. Vous voyez, moi aussi, j'ai du mal avec cette terminologie. Donc, ça serait donc les topos qui n'ont aucun sous-topos ou les logos qui n'ont aucun quotient. Donc ça, c'est comme la notion d'anneau simple. Donc c'est un peu l'idée d'un corps, c'est qu'un corps, je ne peux plus rien faire avec. Une fois que je ne peux plus construire ni de quotient ni de localisation d'un corps. Donc on pourrait imaginer une notion de logos comme ça, où on n'a plus de quotient, donc on n'a plus de sous-logos, ou je ne connais pas d'autres exemples que le topos du point. Oui, alors enfin, ici, il y a tous les actions de groupe qui vérifieraient ça. Donc, ça voudrait dire que si j'ai un topos classifiant d'un groupe, ça aurait une sorte de corps. Alors, pourquoi? Pardon? Oui. Et comment tu construis un topos à partir de ça? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr que ça... Non, mais comme c'est des faisceaux de... Ouais, ça vit plutôt dans des catégories avec... des coefficients linéaires, ça, non? Je sais pas, en tout cas, je ne sais pas comment associer un topos à ce genre d'objet. C'est peut-être pas les sous-logos qu'il faut prendre, peut-être des choses plus... Parce que dans les corps, ce qui caractérise un corps, c'est pas le fait d'avoir des sous-anneaux, c'est le fait de ne pas avoir des idéaux. Mais, non, je parlais pas... Oui, non, là, pardon, je parle de quotient de logos et de sous-topos. Alors peut-être ma langue a fourché parce que je me suis mélangé dans mon vocabulaire, mais... j'ai voulu définir les topos simples comme des topos n'ayant aucun sous-topos. Ça, c'est correct. Ma phrase était correcte. Ça veut dire des logos qui n'ont aucun quotient. Ah oui, quotient. Voilà. Alors, une autre idée pour définir ce genre d'objet, ça serait de demander de regarder les topos où tout faisceau a une section globale. Ça, c'est assez raisonnable pour définir des points. Si on fait ça par rapport aux topologies Zariski, aux topologies étales, on retrouve la notion essentiellement, on retrouve la notion de corps et de corps séparablement clos. Donc, bon, ça peut être une piste. J'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Et là, juste à l'oral, je me suis rendu compte que les classifiants de groupe ils vérifiaient ma définition des topos simples. Voilà, donc très vite, depuis dans la semaine, j'ai eu quelques discussions où on m'a posé des petites questions simples comme ça et à laquelle je n'ai pas du tout de réponse. Voilà un autre problème d'analogie. Donc tout logos c'est un morphisme depuis le logos des ensembles, ça c'est l'inclusion des scalaires si on veut. Et un point, c'est une section, un point rationnel, c'est une section de ce morphisme. Alors, on a une sorte de section canonique qui est l'adjoint de ce morphisme et qui est le foncteur des sections globales. On voit un faisceau dans ces sections globales. Alors ça, en général, c'est pas un point, mais on peut demander, il y a certains topos pour lesquels ce sont des points. Donc, ce qu'on appelle les topos locaux. Et donc l'analogie, elle vient de la géométrie algébrique où, quand on a un anneau local, l'évaluation au point fermé du spectre de cet anneau local, c'est les sections globales sur les faisceaux sur le spectre de l'anneau local. Donc on a une notion de topos local, c'est défini dans Johnston par exemple, dans l'éléphant. Et donc on peut se demander, oui voilà, donc intuitivement ça veut dire que la catégorie des points possède un élément initial. Et donc on peut se demander,
de la même façon qu'on peut factoriser tout morphisme, tout point d'un anneau par un anneau local, est-ce qu'il y a une factorisation de ce type-là dans les logos? Est-ce que à chaque fois que j'ai un point dans logos, est-ce que je peux construire un logos local? Bon, c'est pas... je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas réfléchi très longtemps à la question, mais peut-être c'est trivialement faux, peut-être c'est trivialement vrai. Je vous laisse réfléchir. Bon, c'est mon trivial, c'est ça que tu dis. Non, non, mais... Bon. Voilà, alors, bon, j'en arrive à quelques considérations qui vont nous amener vers les catégories supérieures. Donc, en algèbre commutative, l'une des opérations les plus importantes, c'est les changements de base. Donc, l'échange des scalaires. Alors, alors, il y a un point de vue géométrique sur le changement de base qui consiste à dire ah, bah, c'est des produits fibrés, etc. Mais je ne vais pas le penser comme ça, je vais le penser comme je change mes scalaires de ma théorie. Et donc je change les coefficients avec lesquels je peux écrire des équations. Et donc, on va voir que la comparaison entre la théorie des locales et la théorie des topos correspond à ce genre d'opération. Donc, la théorie des topos, elle contient la théorie des locales. Elle l'agrandit, on a plus d'objets, mais on garde ce qu'on avait. Et l'idée intuitive, c'est que on a juste élargi les ensembles ordonnés dans les catégories. Donc, on conserve tout ce qu'on savait faire avant. Et donc, on a un foncteur de la catégorie des locales vers la catégorie des topos qui complète le treillis des ouverts en un logos de faisceau. Et la formule pour calculer les faisceaux, c'est qu'on va prendre les foncteurs contravariants sur les ouverts, et on ne les prend pas tous, on prend ceux qui vérifient une condition. La condition, c'est qu'ils envoient les recouvrements dans des limites. De l'autre côté. Donc c'est la fameuse condition de faisceau. Alors je reviendrai dans un instant sur cette condition-là. Donc intuitivement, ça veut dire que je suis en train de grossir ma catégorie O et en rajoutant des colimites. C'est ça l'idée. C'est dans un ensemble ordonné, mes colimites, je les ai toutes, mais elles se comportent pas très bien. Les unions, par exemple, ne sont pas disjointes. Alors l'idée de construire le topos associé à un treillis d'ouverts, c'est qu'on va vouloir en particulier que les unions d'ouverts deviennent disjointes. Par contre, il y a certaines réunions d'ouverts qui sont déjà les bonnes au sein des ouverts. Et donc celles-là, on veut les garder. Alors c'est ça que dit cette condition. C'est-à-dire que tous les collages d'ouverts dont je veux vraiment que ce soit aussi un ouvert, je veux les garder. Donc c'est ça la condition que doit préserver le foncteur. Par contre, si je prends juste deux ouverts et que je veux faire leur somme, ce n'est pas disjoint dans les ouverts, et ça je vais forcer la construction des faisceaux, force à ce que la somme devienne disjointe. Alors on va comparer cette formule-là à une formule qui existe pour le calcul des produits tensoriels de catégorie présentable. Donc je vous rappelle cette opération. Donc c'est juste, on force que quand on a une colimite d'un côté, on peut la faire passer de l'autre côté, donc on force la bilinéarité du produit tensoriel. L'autre jour, j'ai oublié de vous dire que je vous ai dit que c'était une structure nominale, mais je ne vous ai pas donné l'unité. L'unité, c'est juste la catégorie des ensembles. C'est assez évident avec la formule. Et je ne vous ai pas non plus donné une formule qui permettait de calculer un peu simplement les produits tensoriels. C'est que entre mes catégories présentables, je peux calculer mon produit tensoriel comme des foncteurs depuis A hop vers B qui préservent toutes les limites. Alors la formule n'a pas l'air symétrique, en fait elle l'est. Et donc ça rappelle la formule précédente sur les ouverts. On va voir qu'il y a un rapport. Alors, un exemple de catégorie présentable, c'est un ensemble ordonné complet. Et donc si je prends mon ensemble ordonné le plus simple avec deux éléments,
eh ben, c'est une catégorie présentable. Et donc je vais pouvoir faire des produits tensoriels avec ça. Et donc si je prends mes faisceaux sur mon espace X, en fait on peut montrer que si je tensorise par cette catégorie 2, eh ben, je retrouve les ouvers. Ça, tu parles aussi, tout ça. C'est... Tout ça, on peut le trouver sur. Ouais, ça sera sur mon site, ouais, quand j'aurai remis, nettoyé, corrigé les fautes d'orthographe et tout. Donc ça c'est une formule de changement de base. C'est pour ça que je parle de changement de base. Parce que là, on est en train de... J'y reviendrai dans un instant, mais on est en train de changer nos coefficients. C'est-à-dire, en gros, ici, il fallait comprendre que les faisceaux, les coefficients sont dans les ensembles, et on écrase les ensembles sur 0 et 1. Alors, on va donner un sens à ça. Alors, cette formule de produit tensoriel, je l'ai expliqué avec les faisceaux sur un espace, mais en fait, je peux partir de n'importe quel logos, ça fait sens. Et donc, j'obtiens, en fait, quand je fais ça, j'obtiens le treillis des objets sous-terminaux de mon logos. Donc, j'obtiens les ouverts de mon logos. Et donc, ça me construit un foncteur de la catégorie des topos vers la catégorie des locales. Et en fait, ce foncteur-là, c'est l'adjoint gauche de l'inclusion des locales dans les topos. Et donc, c'est la réflexion localique de mes topos dans les locales. Et alors, on comprend, du coup, ça explique un peu cette formule-là. Parce que c'est la formule de l'adjoint à droite par rapport à l'opération de tenseur. En un sens. Donc, essayons de pousser l'analogie avec les changements de base, essayons de prendre ça au sérieux. Alors, on a un foncteur qui s'appelle le pi-1, le fameux invariant de l'homotopie méconnue, qui envoie un ensemble donc, qui est à valeur dans 0,1, et le vide est envoyé sur 0, et si je suis non vide, je vais sur 1. Et alors ça, c'est un foncteur qui préserve les colimites et les produits. Mais par contre, il ne préserve pas les limites finies en général et comment on appelle ça, les égalisateurs. Mais on voit que parce qu'il commute au produit et aux colimites, c'est une sorte de morphisme d'anneau. Alors, c'est pas un morphisme d'anneau au sens des logos, parce qu'il faudrait que ça préserve toutes les limites finies. Mais là, ça préserve au moins les produits. Donc, c'est légitime d'essayer de faire un changement de base sur ce genre le long de ce genre de morphisme. Alors, c'est normal que ce ne soit pas un morphisme de logos, parce que ans est un logos, mais 2, ce que j'appelle 2, n'est pas du tout un logos, donc c'est pas raisonnable de demander des morphismes de logos de l'un dans l'autre. Par contre, la structure qu'ils ont en commun, c'est d'être des catégories cartésiennes fermées. Alors je devrais dire comme ça, d'être des catégories ayant toutes les colimites des produits cartésiens, tels que les produits cartésiens commutent aux colimites en chaque variable. Le morphisme ne va pas préserver le rôle interne, donc il ne faudra peut-être pas trop parler de... Pourquoi c'est pas un logos? Parce que dans la définition d'un logos, les sommes doivent être disjointes, Oui. et ce n'est pas le cas dans 0,1. Si je fais 1 plus 1, bah ça fait 1, et donc c'est pas disjoint. Et c'est essentiellement l'obstruction qui dit que c'est pour ça que les treillis d'ouvert ne sont pas directement des topos essentiellement. C'est parce que les sommes ne sont pas disjointes. Donc ça c'est l'un des axiomes de la définition d'un topos qui est toujours faux dans les ouverts d'un espace topologique. Donc on a une sorte de morphisme d'anneau quand même là, donc c'est légitime. En fait il y a une catégorie plus grosse que la catégorie des logos qui contient les treillis distributifs complets et les logos, c'est juste la catégorie des catégories cartésiennes avec produits contigus. Donc ce changement de base, c'est utile de le comparer à un petit changement de base classique en géométrie algébrique où j'ai mes coefficients dans Z et j'ai mes coefficients dans Z sur 2Z et je fais juste le changement de base. Donc je tue mes scalaires. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que sont les locales par rapport aux logos. C'est qu'on a spécialisé nos coefficients. Alors on peut faire un petit tableau de comparaison entre la topologie localique et la topologie toposique. Donc, moralement, quand on fait de la topologie localique, on fait de la géométrie algébrique à coefficient dans Z sur 2Z.
Donc les seules équations qu'on peut écrire, c'est les équations qui ont des coefficients avec 0 et 1. Et quand on fait de la topologie topocique, on a plus de coefficients, on a tous les ensembles, et donc c'est comme si on avait tous les entiers. Là, c'est une analogie un peu sauvage, faut la prendre de manière légère. Mais on comprend que tout d'un coup, on peut écrire beaucoup plus d'équations, et donc on peut étudier beaucoup plus d'objets. Parce qu'on a droit à tous les polynômes à coefficients entiers. Et le passage naturel de l'un à l'autre, c'est la restriction des scalaires. Et alors on peut penser évidemment le passage dans son inverse comme une augmentation des scalaires. C'est ça le topos associé à un espace. Alors, produit tensoriel de catégorie présentable, il est utile pour encoder un certain nombre de constructions qui existent sur les topos qui sont très classiques. Donc, dès le début de la théorie des topos, il y a eu la notion de faisceau à valeur dans une catégorie. Bon, alors je prétends pas que c'est la formule la plus générale, parce que là, je vais faire que des faisceaux à valeur dans une catégorie présentable. On n'a pas besoin que la catégorie des valeurs soit présentable pour définir un faisceau dans une catégorie. Mais si c'est le cas, si on regarde les faisceaux à valeur dans une catégorie présentable, et ben, la catégorie de ces tels faisceaux, c'est simplement le produit tensoriel de notre logos avec la catégorie présentable. Et si on utilise la formule de calcul du produit tensoriel, on s'aperçoit que c'est exactement la définition d'un faisceau à valeur normale. C'est-à-dire un foncteur continu, un foncteur qui envoie les colimites du topos vers des limites dans la catégorie A. Alors, il faut penser cette opération comme étant analogue au produit tensoriel. Ouais, est-ce que je suis en phase de... Faut que je me bouge un peu ou ça... Donc, cette opération, on peut la penser en analogie avec l'opération classique en géométrie algébrique, qui consiste à prendre un anneau et à tensoriser par un module. Donc, on obtient voilà, donc z de x et on obtient m de x. Donc, deux exemples de cette situation-là, c'est les groupes abéliens internes à un topos, donc les faisceaux en groupe abélien, et les catégories internes à un topos. Donc on les retrouve en disant on fait juste un produit tensoriel avec la catégorie des groupes abéliens ou un produit tensoriel avec la catégorie des catégories. Alors on va voir qu'on est très proche des topos supérieurs maintenant. Comment tu définis produit tensoriel de catégorie? Parce que de catégorie présentable. la catégorie présentable, je suis bien d'accord, mais une catégorie en général. Le produit tensoriel de catégorie? Oui. J'ai pas donné de sens à ça. D'accord. C'est... Justement, voilà. Ah, attends. Non, j'ai pas vu. Ici? Tout à l'heure, il y avait préfaisceau sur un 3 divisé par quelque chose. Ouais, ça c'est la formule pour les catégories présentables. Mais là je ne parle que de produit tensoriel de catégorie présentable. D'accord. S'il y a marqué autre chose, c'est que je Donc, pense il y a des catégories internes. Les catégories internes, donc voilà, c'est juste un produit tensoriel avec la catégorie des catégories. La catégorie des catégories est présentable. Oui, c'est fait avec 4. Et voilà. Non, mais c'est bon, je le fais avec 4. Ouais. Excuse-moi. Non, on est là pour poser des questions, n'hésitez pas. Alors oui, donc voilà, alors on est. Ça n'a pas l'air, mais on est très proche des topos supérieurs. Ces histoires de changement de base, une fois qu'on a compris le passage des locales aux topos ordinaires, eh ben c'est très simple d'aller vers les topos supérieurs. Ça va être encore un espèce de phénomène de changement de base. On va juste comprendre quelles sont les catégories qu'il va falloir articuler. Et la catégorie qui va intervenir, c'est la catégorie, alors ça va être une infinie catégorie. Bon, je ne vais pas expliquer ce qu'est une infinie catégorie, je suppose que c'est assez folklorique. En tout cas, il y a une infinie catégorie des infinis groupoïdes, et je vais l'appeler S. Et de la même façon qu'il y avait une relation entre ma catégorie des ensembles et la catégorie 0,1, eh j'ai une relation entre la catégorie S et la catégorie des ensembles qui est donnée par le pi 0, qui est un foncteur qui commute encore aux colimites et aux produits, et qui ne commute pas aux limites finies. Et donc, je vais pouvoir faire un changement de base le long de ce foncteur.
Et alors, donc, on va pouvoir définir, je vais le faire dans un moment, on va pouvoir définir la notion d'infini topos. Alors ça va être exact, ça va être une définition qui va ressembler à celle d'un topos, mais où la catégorie des ensembles va être remplacée par l'infinie catégorie des infinis groupoïdes. Et on pourra restreindre un infini topos en un topos, de la même façon qu'on a pu restreindre un topos à une locale, en faisant un changement de base le long du morphisme pi0. Une autre manière de dire ça, c'est qu'un infini topos, c'est des faisceaux à valeur dans les infinis groupoïdes. Si je prends le pi0 d'un tel faisceau, j'obtiens un faisceau à valeur dans les ensembles. C'est donc un truc du topos ordinaire. Et alors là encore, l'adjoint va être donné par une formule où on va préserver celle des colimites de faisceaux qui étaient déjà sympas. Alors là, puisqu'on arrive dans un langage de catégorie supérieure, dans la catégorie des faisceaux, il y a des colimites dont on n'a pas envie de dériver, au sens des foncteurs dérivés. Donc c'est celle-là qu'on va garder. Bref. Alors on peut compléter notre analogie. Et donc la topologie générale basée sur les locales, on peut comparer ça à l'algèbre commutative sur Z sur 2Z. La topologie classique, on a vu qu'on pouvait penser ça comme on a pris Z comme coefficient. Alors maintenant, si on monte dans les infinis groupoïdes, il y a une analogie entre la catégorie des infinis groupoïdes par rapport aux ensembles comme étant librement engendré par un élément au-dessus de celle des ensembles. Et cet élément-là, c'est le cercle, moralement. C'est-à-dire quasiment toute la topologie est dans le cercle. En fait. Et donc, mon petit S, c'est secrètement le cercle. Alors, cette analogie, elle est bien connue, elle est derrière tout un tas d'invariants. Si je prends un type d'homotopie, on sait que la caractéristique de l'air, secrètement, c'est en fait l'évaluation d'un polynôme. Donc, c'est pour ça qu'on a des polynômes qui apparaissent ici. Mais là encore, je prétends pas savoir comment rendre ça précis, c'est juste une inspiration. Mais en tout cas, on voit ce qu'on gagne un petit peu en remplaçant des ensembles par des infinis groupoïdes. On gagne un degré de liberté supplémentaire dans nos coefficients et dans les équations qu'on va pouvoir écrire. Et si je fais S égale à 0, c'est-à-dire si je tue le cercle, je retombe sur les types d'homotopie discrets, c'est-à-dire les ensembles. C'est ça le sens du pi 0. J'interdis à ce qui est du pi 1. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que j'ai le temps? Ouais. Oui. De même, tu peux généraliser au lieu de prendre un int, de prendre une catégorie A de refaire le même truc que tu as fait. Ah, pour changer, faire le changement de base. Alors, il faut quand même des catégories qui soient sympas. On ne peut pas prendre n'importe quelle catégorie. Alors, on peut toujours tensoriser par n'importe quelle catégorie présentable, mais on n'obtient pas forcément une notion d'anneau quand on fait ça. Tu vois, si je tensorise par un module, si je tensorise tous mes anneaux sur Z par un groupe abélien quelconque, j'obtiens plus une théorie des anneaux. Non, je veux dire le P0 c'est au fond en arrière. Ouais. Voilà, c'est au lieu de prendre de S vers 1, c'est de prendre vers A, comme tu avais fait précédemment. Oui, alors il faudrait une catégorie qui ait une sorte de structure d'anneau, c'est-à-dire au minimum des colimites et des produits cartésiens qui sont compatibles avec les colimites. Sinon, on n'a plus de multiplication. Alors, ça fait quelque chose. Alors, on verra. Un exemple, c'est justement quand on tensorise par la catégorie des spectres. Là, c'est un exemple très important en topologie algébrique. Donc je fais quelques remarques, là je prends un peu de recul, j'oublie les topos, je fais juste quelques remarques un peu générales sur les catégories supérieures, juste pour rappeler pourquoi c'est légitime de faire ça, pourquoi remplacer les infinis groupoïdes, pourquoi remplacer les ensembles par des infinis groupoïdes. Alors évidemment, si on fait de la topologie algébrique, on n'a pas le choix en fait. Donc bon, là, c'est une bonne raison, c'est-à-dire ça marche mieux si on fait ça.
Mais de manière générale, pourquoi quitter le monde des ensembles pour vouloir aller dans les infinis groupoïdes? Et comme ici, certaines personnes ont des intérêts en logique et que récemment, l'interprétation utopique de la théorie des types a eu beaucoup de succès, je vais faire quelques considérations de nature un peu épistémologique sur ça. Donc l'intuition d'une catégorie supérieure, je suppose que tout le monde la connaît, c'est cette idée qu'on maintenant se met à avoir des flèches entre flèches, des flèches entre flèches entre flèches, etc. Donc c'est une intuition qui vient directement de la théorie de l'homotopie, où on a des chemins, des homotopies entre chemins, des homotopies entre homotopies, etc. C'est assez facile tout de suite de saisir quel doit être l'objet. Par contre, comme souvent avec les objets dont l'intuition est très facile, la formalisation est très compliquée. Donc il y a beaucoup de travail sur comment travailler, comment maîtriser la définition d'une catégorie supérieure, comment axiomatiser l'intuition dont on en a. Bon, je ne vais pas faire un état des lieux, l'histoire est loin d'être finie. La structure qu'on a le mieux compris, c'est ce qu'on appelle les infinis 1 catégories, où on a des objets, des flèches, et puis toutes les flèches d'ordre supérieur sont des isomorphismes. Donc là, on a énormément de méthodes pour travailler sur ces catégories-là, donc je vais me limiter à parler dans ce cadre. La théorie des topos supérieurs se développe dans ce cadre-là, plutôt que dans le cadre général de toutes les infinies catégories avec des flèches non inversibles à tous les. Le travail de Lurie, surtout dans ce cadre-là. Le travail de Lurie est entièrement dans le cadre des infinis 1 catégories. En fait, les infinis 1 catégories, c'est le prolongement naturel des catégories, parce que dans une catégorie ordinaire, toutes les flèches supérieures sont déjà inversibles, c'est que les identités. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de constructions de catégories qui va préserver cette propriété. Si j'ai une catégorie dont toutes les flèches supérieures sont inversibles, et que je fais une colimite, les flèches supérieures sont encore inversibles dans ma colimite. Et donc, c'est une classe de catégorie supérieure qui est stable par la plupart des opérations qu'on a envie de faire sur les catégories. Donc c'est plutôt... C'est pas tout à fait la même chose que les catégories de Joyal. Les pré-catégories de Joyal, je veux dire les quasi-catégories ou... Oui, parce que la quasi-catégorie. Alors, Lurie travaille dans le contexte des quasi-catégories. Donc les quasi-catégories sont un modèle pour travailler avec un... Excuse-moi, j'essaie juste de reconnecter Ouais, les choses. ouais, c'est ça. Les quasi-catégories, c'est l'un des modèles qui marche le mieux pour travailler sur les infinis 1 catégories. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des catégories supérieures? On peut avancer plein de raisons, je vais en mentionner seulement deux. La première, c'est que les ensembles posent des problèmes. Et le problème essentiel, c'est que l'ensemble des ensembles est en fait une catégorie d'ensemble. Et c'est-à-dire un ensemble. J'y reviens. Et une deuxième raison, c'est que, en fait, en faisant ce pas vers les catégories supérieures, on va simplifier un certain nombre de notions. Alors, juste un mot sur le problème qu'il y a avec la notion d'ensemble. Donc, les ensembles, ça sert à rassembler des choses ensemble. Et donc, c'est un outil de collectivisation. Et une fois qu'on a un ensemble, on ne peut pas faire grand-chose à l'intérieur d'un ensemble. Tout ce qu'on peut dire, c'est deux choses, c'est soit A est égal à B, soit A n'est pas égal à B. Et donc, une manière de traduire cette syntaxe, c'est de dire qu'on collectivise des choses à des trucs à égalité près. À égalité. Alors, pardon? À égalité près. À égalité près, oui. Non? Ouais, non, ça paraît bête. Est-ce que quelqu'un a jamais dit ça avant de s'intéresser aux catégories supérieures, aux topos supérieurs? Parler comme ça, à égalité près? Moi, c'est une bonne question. En tout cas, c'est sûr que la perspective avec le cadre homotopique a rendu nécessaire ce genre de remarques un peu triviales et un peu tautologiques. Mais en fait, ça c'est, il y a des choses très profondes derrière cette idée. Il y a la notion d'ensembloïde qui est vraiment un truc super profond. Donc, quel est voilà, en fait, c'est cette notion d'égalité qui pose un problème. C'est-à-dire que très vite, on a besoin de classifier les objets à isomorphisme près et pas seulement à identité près. Alors, les ensembles font pas ça naturellement. Et c'est là où
où la notion de catégorie devient intéressante parce que la notion de catégorie, elle fait ça naturellement. Elle permet naturellement de rassembler, de collectiviser des objets à isomorphisme près. Oui, pardon. Donc la raison pour laquelle on veut classifier les objets à isomorphisme près, c'est parce qu'en pratique, tout ce qu'on sait construire sur les espaces vectoriels, sur les fibres vectorielles, ou des trucs comme ça, c'est toujours invariant par isomorphisme. Donc c'est très naturel de vouloir, par exemple si on fait de la logique, c'est très naturel de vouloir des syntaxes qui soient naturellement invariantes par isomorphisme de type. Et la théorie des ensembles ne permet pas ça. Donc il faut penser les catégories comme un autre outil de collectivisation qui est plus puissant que les ensembles, qui contient les ensembles et qui permet de faire des collectivisations, de mieux collectiviser un certain nombre de situations. Et alors à partir de là, la hiérarchie entre les catégories et les ensembles est complètement horizontale. C'est pas que les... Il y a un point de vue classique en logique où on va penser une catégorie comme étant une catégorie d'ensemble. Donc là, on monte un petit peu d'un cran. On met les catégories un peu comme le méta-langage au-dessus des ensembles. Là, le point de vue n'est pas du tout celui-là. C'est juste qu'on pense les catégories comme des ensembles améliorés qui permettent de collectiviser, faire exactement la même chose. On met les choses ensemble, mais les catégories sont plus adaptées à collectiviser les objets qui ont des morphismes et des symétries entre eux. Alors la notion de catégorie, elle a exactement le même défaut que la notion d'ensemble. C'est-à-dire si je veux collectiviser les catégories, je tombe dans le problème que l'isomorphisme de catégorie, c'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est pas ça qu'on veut, ça se discute, parce que si on est d'un point de vue prédicatif, syntaxique et tout ça, bon, l'isomorphisme de catégorie, ça peut ne pas poser de problème. Mais certainement, quand on veut faire de la géométrie, c'est pas du tout la notion d'identification qu'on veut entre des catégories. Donc on est obligé d'introduire la notion de deux catégories, et en fait on est obligé de monter en puissance très vite, et la seule notion qui est stable, au sens, la notion qui s'auto-classifie, c'est la notion d'infini catégorie. Alors, après cette petite considération, je vais expliquer que la théorie des infinies catégories permet de simplifier un certain nombre de choses. Le plus grand succès qu'elle a eu, c'est d'englober tous les phénomènes dits homotopiques et homologiques, de les englober comme des structures naturelles de la théorie des infinies catégories. Donc tout le formalisme des foncteurs dérivés, sans eux, disparaît une fois qu'on s'est mis dans le paradigme des infinies catégories. Et en logique, ce point de vue homotopique, c'est directement lié au problème de réécriture. Et donc, tous les gens qui étudient les polygraphes et tout ça, ils importent les idées d'algèbre homotopique à des problèmes très concrets de logique. En fait, le paradigme de la réécriture est probablement l'un des meilleurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces catégories supérieures. On a besoin de nommer les relations entre les choses, et dès qu'on les nomme, on tombe... il faut savoir quand est-ce que deux noms sont les mêmes. Et toute la théorie de l'homotopie est dans cette idée-là. Et là, tu cherches à répondre aussi à des questions. En catégorie, je pense, c'est pas aux identités de catégories qu'on s'intéresse, mais à des équivalences. C'est ça. C'est ce genre de questions. Voilà, c'est pour ça qu'il faut la notion de deux catégories. Parce que c'est ça qui classifie naturellement les objets à équivalence près. Et bref, je vais trop vite. Voilà. Alors, du point de vue d'un mathématicien comme moi, il y a deux types de catégories qui s'imposent, de catégories supérieures qui se sont imposées dans la pratique. La première, c'est la notion de catégorie stable, dont je ne vais pas parler. Alors, j'avais déjà donné un exposé qu'avait filmé Stéphane, il est toujours en ligne sur... En principe, oui, ouais. c'est toujours en ligne. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder cet exposé-là. Donc la notion de catégorie stable, c'est une notion qui a considérablement simplifié l'approche de l'algèbre homologique. Pas résolu tous les problèmes, mais en tout cas on s'est débarrassé on a un formalisme un peu plus simple pour les étudier. Et
Et la deuxième notion, c'est la notion d'infinitopos, dont je vais vous parler, qui, elle, s'impose naturellement dans tous les phénomènes de nature homotopique. Il faut que je vous rappelle deux choses avant de donner la définition d'un infinitopos. D'abord, je vais dire un mot très rapide sur la notion d'infini catégorie présentable. Et après, il faut que je parle de descente. Alors, une catégorie présentable, ça va aller très vite. On va remplacer les catégories de préfaisceaux à valeur dans les ensembles par des catégories de préfaisceaux à valeur dans l'infini catégorie de l'infini groupoïde. On va appeler une infinie catégorie présentable si c'est une localisation qui préserve les colimites d'une telle catégorie. Tout simplement. Donc c'est des diagrammes de type d'homotopie. C'est ça qu'il faut y penser, très concrètement. Oui, mais c'est pas N, c'est S quand même. Ah non, pardon. Ici non, c'est S. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Et alors on a les mêmes structures, on a un produit tensoriel, l'unité ça devient S, et donc on peut répéter toute la structure que j'ai mise en évidence dans les exposés précédents, et ben elle va passer à ce contexte-là. Donc ici, elle, c'est si elle là ou si elle est elle est une derrière. Ici Ah ouais, d'accord, je parle pas français. Bon, mais l'hésitant peut pas arrêter. Ouais, il manque un verbe, je pense, non? Ouais, c'est une localisation. Il me semble. Tu parles mieux français que moi. Donc ça, j'essaie de comprendre. Ouais, c'est ça. Dans ces catégories présentables, si elle est une localisation co-continue d'une catégorie de préfaisceaux. Oui, alors ça m'arrivera de parler simplement de préfaisceaux pour désigner ça, parce qu'une fois que c'est entendu qu'on est dans le contexte supérieur, on enlève les adjectifs infinis et tout ça. Alors, c'était tout pour les catégories présentables. Maintenant, il faut que je parle un peu de descente. Donc là, ça rejoint les idées qu'un certain nombre de vous manipulent. Une fois qu'on a une catégorie, alors je la prends avec toutes les limites et toutes les colimites, on a besoin de moins que ça, mais enfin, dans mon contexte, autant y aller. Donc on a un foncteur canonique qui va d'une catégorie C vers la catégorie des catégories. Alors maintenant tout est dans le contexte infini, donc C est en fait une infinie catégorie, et on arrive dans la catégorie des infinies catégories, et qui a un objet X associe les objets au-dessus de X. Et alors si on a des changements de base, on a un foncteur. Et donc ce foncteur-là, il apparaît naturellement dans tout un tas de problèmes. Et une manière de le penser, c'est de prendre sa catégorie des éléments, j'ai oublié des hop là, bon, c'est pas grave. Et la catégorie des éléments, c'est simplement la catégorie des flèches de la catégorie, vue au-dessus de notre catégorie de départ par la projection donnée par le but de la flèche. Et alors, ce que dit cette présentation en termes de foncteurs, c'est que ça, c'est une catégorie fibrée. Autrement dit, à chaque fois qu'on a une flèche en bas, on a un changement de base dans les fibres qui est comme ça. Alors, j'appelle ça la fibration universelle de C. Et je veux dire qu'une catégorie vérifie la descente si le foncteur U, donc qui secrètement est juste une description de ma fibration universelle, envoie les colimites dans des limites. Donc je reviens à mon foncteur U, c'est un foncteur contravariant. Donc je veux dire que ma catégorie C vérifie la descente si, quand j'ai une colimite dans C, mon foncteur U l'envoie dans une limite. Donc si j'écris l'équation, c'est ça. Alors, équation super simple. En termes de faisceau, ça veut dire que la fibration universelle est une sorte de faisceau en catégorie. Alors, c'est ça qu'on va appeler l'univers dans un topos. Donc, je vous rappelle une description de ce calcul de limite. Donc, ça se fait en considérant, donc au-dessus d'un diagramme, je prends tous les diagrammes de même type qui sont cartésiens. Et c'est ça, cette limite. C'est donc c'est la catégorie des diagrammes cartésiens au-dessus de X. Et donc, on va reformuler notre condition de descente à l'aide d'une adjonction. Il y a toujours, entre ces deux catégories, il y a toujours une adjonction naturelle.
qui est si j'ai un diagramme au-dessus du diagramme X, je peux prendre la colimite, ça va vivre au-dessus de la colimite de mon diagramme X. Et puis j'ai un adjoint à droite qui prend un objet au-dessus de ma colimite et le tire en arrière au-dessus de chacun des objets de ma colimite, et ça me fait un diagramme qui est cartésien. Et alors, la condition de descente, c'est que pour tout diagramme... CST, c'est cartésien, c'est ça que ça veut dire. Constant, non, CST, ouais, j'appelle ça le diagramme constant. Ok. C'est pas un très bon nom, mais c'est... Parce que, en gros, tu vois, quand je construis mes YI à partir de mon objet Y au-dessus de X, bah, c'est un peu comme... Enfin, ça dépend que de Y. Bon. Voilà. C'est pour jouer sur le fait qu'on a l'adjonction, tu vois, comme entre les diagrammes constants et les colimites, c'est l'adjoint à gauche. Bah, c'est ça, donc, ça, c'est l'adjonction qui existe toujours dans toute catégorie, qui admet les colimites et des changements de base. Et donc, la catégorie C vérifie la descente si cette adjonction est une équivalence. Donc, pour comprendre cette condition, ben, on peut la diviser en deux, en disant que chacun des foncteurs est pleinement fidèle. Alors, ça va donner deux conditions. Pardon. Donc, je vais dire que Ah, je l'ai mal dit. Il faudrait dire que les colimites de I-diagramme sont universelles. Alors ça, c'est exactement la condition qu'on avait déjà vue dans la définition de Logos. Si le foncteur constant est pleinement fidèle. Alors, concrètement, ça veut dire que si je pars d'un objet au-dessus... Ah, je l'ai écrit avec... Bon, d'accord. Excusez-moi, j'étais un peu fatigué quand j'ai fait mes trucs. Donc ça, c'est la colimite. Ma double barre de X, c'est ma colimite. J'ai oublié de changer le nom. Donc si j'ai un objet au-dessus de ma colimite et que je construis un diagramme, je prends la colimite de ce diagramme et là je reconstruis mon objet. Ça, c'est l'universalité des colimites de I-diagramme. Et l'autre condition, c'est quand le foncteur colimite devient pleinement fidèle. Alors, pardon, la première condition, elle est vérifiée dans un topos ordinaire, par exemple. C'est le premier axiome des topos. La deuxième ne va pas l'être. Donc, si on va dire que les I-diagrammes sont effectifs, c'est une terminologie personnelle, si le foncteur colimite est pleinement fidèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars d'un diagramme cartésien au-dessus de X, je prends sa colimite, et bien je peux reconstruire mon diagramme en prenant les images inverses de ma colimite. Donc, si vous vous rappelez, la condition d'effectivité qui existe dans les topos ordinaires, elle est définie que pour les relations d'équivalence. Et elle dit, si je prends un quotient, je peux reconstruire ma relation d'équivalence. Alors là, c'est exactement la même idée, mais on fait ça pour des diagrammes arbitraires. Donc, dans un topos ordinaire, seulement les relations d'équivalence et les unions disjointes, et les unions vont être effectives. Mais pas toutes les colimites. Donc une catégorie vérifie la descente si et seulement si toutes les colimites sont effectives et universelles. Alors à partir de là, on a la définition donc, dans un logos, il n'y a que les unions et les relations d'équivalence qui sont effectives. Et on va pouvoir définir un infini logos comme une infinie catégorie présentable qui vérifie la descente. C'est-à-dire cette fois-ci, toutes les colimites sont effectives. Alors c'est en ce sens-là que c'est plus simple la définition d'un infini logos. Parce qu'on ne met plus de restrictions sur notre condition. Et une autre manière de dire que la condition est plus simple, voilà, c'est que cette adjonction-là, dans un infini topos, on demande que toutes ces adjonctions soient des équivalences. Plutôt que seulement être pleinement fidèle, et comme dans les topos ordinaires. Mais les équivalences dans ce sens supérieur. Oui, c'est les équivalences de catégorie supérieure. Dans ce contexte-là, c'est les seuls qui font sens. Et on définit un morphisme d'infini logos comme un foncteur qui préserve les colimites et les limites finies. On a donc une catégorie d'infini logos. Et à partir de là, on définit les infinis topos comme les objets de la catégorie logos. Alors, donc je l'ai déjà mentionné, on peut prouver que donc les topos ordinaires ne vérifient pas la descente, et en fait, aucune catégorie ordinaire ne peut vérifier la descente, à part la catégorie ponctuelle. Donc le seul...
Donc c'est un axiome très fort. Alors c'est le genre d'axiome de manipulation de limites et de colimites qui justifie les catégories supérieures. Parce que c'est un axiome qui n'a aucun modèle dans les catégories ordinaires. On est obligé d'aller chercher les catégories supérieures pour trouver des exemples non triviaux, des modèles non triviaux de ce genre de structure. C'est un peu une tête d'axiome très fort de l'infini. Tu veux dire en théorie de l'ensemble ou... Oui, ça fait penser à ce genre de choses. Là. Ça a le même goût. C'est un axiome qui réclame de l'infini, en un sens. Je ne saurais pas le comparer à des axiomes de théorie de l'ensemble. En fait, l'axiome de l'infini, c'est la construction d'un objet ensemble des antinaturels. Ouais, il y a une certaine parenté, ouais, dans un sens où tout d'un coup, on ne peut pas rester dans un univers qu'on maîtrise si on veut ce genre d'action. Alors, donc, je l'ai déjà dit. On a un changement de base entre les infinis logos et les logos, je l'ai déjà expliqué. Je passe. Voilà, je vais juste vous faire une remarque sur pourquoi les topos ordinaires ne sont pas des infinis topos. Pardon. Alors, je vais vous montrer un exemple de colimite qui n'est pas effective dans les ensembles et qui le devient dans les infinis groupoïdes. Alors, la colimite en question, c'est ce diagramme-là. Donc, c'est juste des push-out. Et ici, j'ai donc un point, 2 points et un point. Pardon, alors, oui, je suis allé trop vite. Voilà, on va d'abord s'occuper de ce petit diagramme. Alors, il faut savoir calculer ce qu'on appelle des colimites homotopiques. Alors, la colimite ordinaire d'un tel diagramme, c'est juste un point. Donc là, je suis en train de faire... Voilà, si je fais le push-out de ce diagramme-là dans les ensembles, j'obtiens un singulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un autre push-out plus universel que celui qui existe dans les ensembles, qui se calcule dans les infinis groupoïdes. Et ça va être un cercle. Alors comment on le comprend? Eh bien, il faut dessiner notre diagramme. Si je dessine ce diagramme-là, qu'est-ce que je fais? J'ai deux objets ici, un objet. Et j'ai les flèches. Les flèches, elles m'identifient ça, et ça, et ça, et ça. Et là, je vois le cercle. Alors, la colimite homotopique d'un diagramme, c'est la forme du diagramme. C'est vraiment son extension spatiale. Alors ça, c'est une idée géniale qui consiste à dire, en fait, quand on fait des quotients dans la théorie des ensembles, on écrase de l'information. Alors que si on dessinait simplement ce qu'on identifiait, et qu'on prend au sérieux que identifier quelque chose, il faut donner un nom, et il faut un témoin, par exemple en théorie des types, où il faut un symbole, ou en tout cas, c'est une opération, donc on va matérialiser l'opération par un trait simplement, et bien là on se met à faire apparaître une forme. Et cette forme-là, elle n'est pas forcément triviale, elle peut avoir de l'homotopie. Et c'est cette information homotopique qu'on va vouloir garder dans la colimite homotopique. Donc notre push-out, ça devient un cercle. Alors le push-out ordinaire, on le retrouve en prenant le pi0, toujours. Donc si je prends les composantes connexes de la forme de mon diagramme, eh ben, ça c'est le quotient ordinaire. Et alors là on voit tout ce qu'on a tué. Il y a toute l'homotopie supérieure qui disparaît. Alors on peut prouver qu'on peut obtenir tout type d'homotopie comme ça. Ça c'est un vieux résultat classique. Par exemple, je prends un ensemble ordonné et tout type d'homotopie est une colimite homotopique d'un diagramme indexé par un ensemble ordonné. Il suffit de prendre un espace localement contractile, prendre l'ensemble ordonné des ouverts contractiles et la régression géométrique de ça, c'est le type d'homotopie de l'espace. Et alors ça, c'est intéressant parce que alors je n'ai pas pensé à le mettre sur mes diapos, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre la théorie des infinis groupoïdes en fait.
C'est la catégorie qui est librement engendrée par ces colimites homotopiques à partir d'un point. De la même façon que les ensembles, c'était la complétion de la catégorie ponctuelle pour toutes les colimites ordinaires, les infinis whoploïdes, c'est la complétion du point pour toutes les colimites homotopiques. Alors maintenant, j'en reviens à mon diagramme ici. Je vais construire un autre diagramme au-dessus, où j'ai dédoublé mes objets. Et c'est un diagramme qui est cartésien, comme je le voulais dans ma condition de descente. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est exactement, je dédouble tous mes points, mais cette flèche-là, je vais twister juste la projection. Et alors, quand je regarde la forme de mon diagramme d'en haut, voilà, on obtient ça. On obtient le revêtement de degré 2 du cercle. Et le twist, il est là. Donc, la colimite homotopique de chacun de mes diagrammes est un cercle, et le morphisme entre les deux, c'est le revêtement de degré 2 du cercle. Pardon? Non, ils sont pas... Non, c'est pardon. Il y a deux cercles l'un au-dessus de l'autre. Hein. Ils sont pas du tout... ils sont pas enlacés. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a gagné quelque chose par rapport à la notion de quotient classique. Parce que classiquement, on verrait un point en haut et un point en bas. Et donc, on aurait un isomorphisme des colimites. Là, on voit bien qu'il n'y a pas un isomorphisme. Au contraire, il y a une fibre entre nos colimites qui est 2 points. Et alors, c'est exactement ça la condition d'effectivité des colimites. C'est-à-dire, dans mon diagramme, mes fibres, c'était toujours 2 points. Avec 4 objets ici, au-dessus de 2, 2 au-dessus de 1, etc. Et alors, dire que les colimites sont effectives, ça veut dire préserver les fibres du diagramme quand je passe à la colimite. Et donc, si j'ai un morphisme de diagramme dont la fibre est de type F, il faut qu'entre mes colimites, la fibre soit de type F. Et c'est ça qu'on réalise en prenant ce genre de collimite ici. Je suis obligé d'accélérer un petit peu. Je mentionne vite fait, pour ceux qui connaissent ça, qu'il y a d'autres changements de base dont on peut considérer, et notamment l'un des plus intéressants, c'est de tensoriser par la catégorie des spectres. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la stabilisation. Ça, donc, si je pars d'un topos, ça me fait des faisceaux à valeur dans les spectres. Et c'est la catégorie où la dualité de Verdier fait sens. Donc c'est fondamental en topologie. Et comme les spectres sont une catégorie monoïdale, on peut penser ça comme aussi une sorte de changement de base le long d'un morphisme d'anneau. Alors là, il faut aller chercher la catégorie des catégories monoïdales, où le produit monoïdal est commutatif, commutocolimique en chaque variable, pour arriver à mettre les deux notions dans la même catégorie. Je passe vite. On peut faire des catégories internes, tant pis. On peut prouver que l'univers, le foncteur, la fibration universelle est une catégorie interne, modulo les problèmes de taille. Et c'est ça que ça caractérise. C'est une autre caractérisation des topos, c'est de dire que la fibration universelle est une catégorie interne. Donc c'est l'axiome, c'est ce que devient, c'est la génération aux infinitopos de la présentation à la Liouville des topos ordinaires. Dans les topos ordinaires, on a un univers seulement pour les monomorphismes, et dans un topos supérieur, on va se mettre à avoir un univers pour tous les types de morphismes. Donc on n'a pas seulement un classifiant des sous-objets, on a un classifiant des objets. Alors voilà, je vais finir sur quelques exemples de logos supérieurs. Parce que maintenant on a toutes les techniques pour en construire quelques-uns. Parce que les recettes pour construire des topos supérieurs vont être exactement les mêmes que celles qui nous ont servi à faire des topos ordinaires. On va se donner des générateurs, on va prendre l'infini logos libre engendré par ça, et puis on va imposer des relations. Alors, si je prends le truc libre sur 0 générateur, on obtient l'objet initial de la catégorie des infinis logos, et ça c'est le logos de type homotopie. Dans le cas des topos, c'était les ensembles. Si je prends l'infini logos libre sur un générateur, on a une formule qui va ressembler à celle qu'on avait avec les ensembles,
dans le cas des logos ordinaires, le logos libre, c'était les foncteurs depuis la catégorie des ensembles finis vers les ensembles. Maintenant, on va remplacer ensemble par type d'homotopie, et on a la catégorie des foncteurs depuis les types d'homotopie finis vers les types d'homotopie. Fini au sens CW complexe fini. Voilà, CW complexe fini. Alors tu peux en fait prendre aussi les oméga compacts. C'est pas fini au sens les groupes d'homotopie sont finis. Quoi. Voilà. Non, c'est pas du tout fini au sens où les groupes d'homotopie sont finis. Non, c'est fini au sens construit avec un nombre fini de cellules. Et l'objet X ici, c'est le plongement canonique des types d'homotopie finis dans les types d'homotopie. Et alors ça, puisque c'est libre sur un générateur, on comprend que ça va classifier les objets. C'est-à-dire un morphisme de logos de cet objet-là vers un logos, c'est juste un objet de mon logos cible. Alors la formule générale ici des infinis logos sur une catégorie C, c'est je prends C, je rajoute les limites librement, les limites finies librement. Alors maintenant c'est des limites homotopiques, hein, donc il faut faire ça dans le contexte des infinis catégories, et après on rajoute les colimites homotopiques librement en prenant des préfaisceaux à valeur dans les infinis groupés. Donc la formule est exactement la même, et on a toujours l'analogie avec les anneaux où on part de générateurs, on complète multiplicativement nos générateurs en prenant le modèle abélien engendré par ça, et après on fait des combinaisons linéaires en rajoutant des sens. Un exemple classique de logos, c'est le logos qui classifie les objets pointés. Donc il se définit exactement par la même formule que dans les logos ordinaires. On prend un objet librement et on impose qu'il ait un point en localisant au-dessus de cet objet. Alors dans les catégories infinies, il y a un certain nombre de... Mathieu, Pardon. on a encore beaucoup de choses à dire. Ça fait déjà 1h10, alors... Ça fait 1h10 j'avais commencé. Je ne sais pas si... Ouais. Ouais, je vais... Ok, je finis en 5 minutes. 5 minutes. Je suis capable. Donc, dans les catégories ordinaires, on a deux types de morphismes. On a les morphismes généraux et puis on a les monomorphismes. Dans les catégories supérieures, on a toute une hiérarchie en fait, de notions. On a les monomorphismes, après on va avoir les morphismes discrets, les morphismes dont les fibres... Pardon. Donc les morphismes les monomorphismes, c'est des morphismes dont les fibres sont soit vides, soit 1. Les morphismes discrets, c'est dont la fibre est un ensemble, donc pas un type d'homotopie générale. Et puis après les morphismes intronqués, où les fibres peuvent avoir du pi1, mais pas de pi2 et rien au-dessus, etc. Et alors c'est très facile de construire les classifiants de ce genre d'objet en termes de présentation de topos. Donc je prends un objet X, je prends sa diagonale, et j'impose que sa diagonale est un isomorphisme. Ça, on a déjà vu cet exemple-là, c'était le topos de Sierpinski, donc il classifie les objets sous-terminaux. Donc les objets moins intronqués du topos. On peut, si on veut une notion d'objet discret, il faut imposer que la deuxième diagonale, ça ne devrait pas être un M, ici ça devrait être un 2, que la deuxième diagonale de notre objet, donc la diagonale de la diagonale, est un isomorphisme. Et je peux monter en puissance comme ça, en considérant mes puissances mes diagonales, de diagonales, de diagonales, de diagonales, et on obtient une notion d'objet qui a du pi1, du pi2, du pi3, etc., jusqu'à pi_n, et puis après, il n'y a plus rien. Et donc, c'est très facile de caractériser ces objets, de construire le topos qui classifie ce genre de trucs. Bon, ça, c'est des exemples de nouvelles théories, au sens des topos classifiants. Bon, elles sont élémentaires, mais elles sont, comme souvent les trucs élémentaires, en fait, on les retrouve partout après. Alors, on peut faire une autre variation sur une autre hiérarchie. Donc, je peux vouloir classifier des objets non vides. Alors là, ça se fait aussi avec les diagonales, mais on va imposer que les diagonales deviennent des monomorphismes. Et alors, pour ceux qui... J'ai pas le temps trop d'expliquer là, mais donc en théorie de l'homotopie, il y a la notion d'espace connexe, d'espace n connexe, et on peut imposer ce genre de conditions aussi sur les objets d'un topos. Et alors c'est facile de construire les classifiants de ce genre de trucs.
Alors un exemple qui est un petit peu plus intéressant que ce que je viens de raconter, c'est le truc qui classifie les objets connexes pointés. Il suffit de partir d'un objet pointé et puis on impose qu'il soit connexe. Alors ça c'est marrant parce que c'est en fait la même chose que un espace pointé connexe, c'est un groupe. C'est le classifiant d'un groupe et les morphismes d'espaces pointés, c'est en fait il y a une équivalence de catégories entre les catégories les espaces pointés connexes, pardon, l'espace pris en tout près, et la catégorie des groupes pris en un sens supérieur. Et donc on vient de construire très simplement le classifiant des groupes supérieurs. Oui, je dis un groupe supérieur parce que ça classifie des groupes au sens où les espaces de lacet dans l'espace sont des groupes, tu vois. C'est pas un ensemble avec une structure de groupe, on s'autorise des groupes à homotopes. Et alors si je fais ça avec les espaces n connexes plutôt que juste les espaces connexes, eh ben, on obtient les EN. Alors je finis sur mon dernier exemple, qui est l'exemple qui nous a motivés à étudier tout ça et à justifier d'avoir c'est l'exemple c'est l'exemple dont on voulait trouver une présentation. Donc je vais pouvoir enfin vous le présenter pour la première fois. Je vais dire qu'un objet est additif, un objet pointé, je vais le prendre connexe, ça ne mange pas de pain. Si en gros faire une somme de cet objet avec lui-même ou un produit, c'est la même chose. Alors évidemment, si on pense en termes d'ensemble, il n'y a que le point qui va vérifier ça. Mais dans les catégories infinies, ce genre de truc a des modèles non triviaux. Donc un exemple, c'est je prends la catégorie des complexes de chaîne, ça va être vrai pour un complexe de chaîne. C'est-à-dire si je prends la somme et le produit, ça va coïncider dans les catégories des complexes de chaîne. Et donc j'appelle un objet additif un objet tel que le morphisme naturel de la somme vers le produit soit un isomorphisme. Et en fait, je vais imposer une condition un petit peu plus forte. Je veux dire qu'un objet est stablement additif si non seulement ça, c'est... je l'ai mal formulé. Zut, je m'aperçois que maintenant, c'est parce que ça c'est impliqué, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ah voilà, je me suis planté sur mon final. Ah là là là. Bon, oublions la notion de stablement additif. Donc je vais vous arnaquer, on va dire. Si je prends le topos qui classifie un truc additif, en fait il y a une condition que je passe sous silence. Et ben on obtient un topos très intéressant. On obtient le topos qui est des spectres paramétrés. Alors je ne vais pas rappeler ce que c'est un spectre paramétré. J'ai pas le temps, mais pour ceux qui connaissent cet exemple-là, c'est l'un des exemples les plus intéressants de topos supérieur, parce que il capture vraiment des phénomènes qui sont complètement invisibles dans la théorie de topos ordinaire. Donc ces objets, c'est un espace muni d'un faisceau en spectre dessus. Et il se trouve que ça forme un topos complètement inattendu, que ces gars-là forment un topos. Et en gros, une manière d'y penser, c'est que c'est le topos qui classifie un objet additif, en sens, qui est donné par le spectre des sphères. Donc l'objet universel ici devient le spectre des sphères. Et ben je vais m'arrêter là, je vous remercie.